Au début des années 90, la mode est de transmettre des die-hard dans différents lieux, comme des die-hard sur un bateau, dans un avion, à la montagne ou dans un stade de hockey. Il est alors pensé à en faire un à Alcatraz. Le script de ce dernier, nommé Rock, est signé par Dan Weisberg et Douglas Cook. Mais plusieurs scénaristes l'ont ensuite retravaillé. Mark Rosner, auteur notamment de la série V Les Visiteurs, a été crédité. Mais ce n'était pas le cas de Jonathan Hensleigh, pourtant déjà reconnu à Hollywood pour avoir travaillé sur Die Hard 3 ou Jumanji. C'est Tony Scott qui doit réaliser le long métrage, ayant déjà travaillé avec les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer comme Top Gun, Jour de tonnerre, Le flic de Beverly Hills 2 ou USS Alabama, qui ont eu les droits du projet. Le premier rôle est proposé à Arnold Schwarzenegger qui le refuse, trouvant l'histoire trop légère. Il confiera quelques années plus tard l'avoir avec le recul toujours regretté. Il fallait donc lui chercher un remplaçant. Un acteur veut prouver à cette époque qu'il peut tenir un rôle d'action. Cet homme, c'est Nicolas Cage. De Leaving Las Vegas, avec qui il a eu un Oscar juste avant, à Sailor et Lula en passant par Un ange gardien pour Tess et Arizona Junior, l'acteur est effectivement plus souvent dans le drame et la comédie que dans l'action. Cage embarque donc dans Rock, une décision qui décide Sean Connery, fan de l'acteur, à grimper dans l'aventure pénitentiaire à son tour. Le rôle de ce dernier lui est spécialement créé car non intégré dans le scénario original. Également non crédités, Quentin Tarantino et Aaron Sorkin en tant que script doctors sont également appelés pour faire des retouches sur le scénario, notamment sur des dialogues. La répartie légendaire de Stanley Goodspeed, le personnage joué par Nicolas Cage, est née de leur réécriture. Quentin Tarantino est arrivé sur le projet grâce à Tony Scott. Les deux hommes se connaissent depuis True Romance en 1993, réalisé par Scott et écrit par Tarantino. 2 ans plus tard, alors qu'il réalise USS Alabama, Scott fait appel à Tarantino pour réécrire les dialogues, que les producteurs Bruckheimer et Simpson trouvent décevants. Bien que Tarantino ne soit pas crédité au générique de USS Alabama, son travail séduit Bruckheimer qui le rappelle pour Rock. Tony Scott préfère finalement réaliser Le Fan avec Robert De Niro et Wesley Snipes. La réalisation a alors proposé un débutant qui vient pourtant de triompher avec Bad Boys. Son premier film est déjà produit par Simpson et Bruckheimer, dont la forme filmique ressemble légèrement à celle clipesque de Tony Scott. Ça va aller ? Comment ça va aller ? Lorsqu'un groupe de marines américains mercenaires dirigé par le général Frank Hummel vole une cargaison de gaz neurotoxiques et prend le contrôle de l'île d'Alcatraz, une équipe d'intervention d'urgence est réunie à la hâte. 2 partenaires improbables conseillent l'équipe. L'expert en armes chimiques du FBI Stanley Goodspeed et John Mason, un ancien agent des services secrets britanniques illégalement emprisonné par le gouvernement américain pendant 30 ans, est le seul homme qui a réussi à s'évader de la prison d'Alcatraz. Bienvenue à Alcatraz. Au-delà de cette harmonie évidente entre les 2 acteurs principaux, le réalisateur imprime dès le départ la pellicule de son style explosif. Sa mise en scène bien brute de décoffrage est donc parfaite pour le scénario de Rock qui ne demande pas grand-chose de plus, si ce n'est de bons acteurs. Son style clipesque de son film précédent sera moins mis en avant dans ce nouveau film et s'orientera plus sur l'action brute et explosif. Mais il est plus modéré que sur la plupart de ses films suivants. Son empreinte et son identité se fera à partir de ce film. Ses techniques de cadrage rapide et très mobile sont déjà très présentes dans ce film, notamment dans une scène de course-poursuite dans le premier acte du film. Cette séquence a été intégrée à la demande du réalisateur. Elle rend plus ou moins hommage à la course-poursuite de Bullitt avec Steve McQueen, mais joue en plus sur les mouvements de caméra, un peu illisible et irréaliste par moments, avec humour et destruction pyrotechnique. Elle sera toutefois moins efficace que celle de Bullitt structurellement, émotionnellement et dans son impact cinématographique. Cette séquence, même si très dynamique, n'est pas la plus convaincante du film. Elle aura tout de même un effet humoristique agréable et reste une séquence explosive de carte postale avec un tramway typique de la ville de San Francisco, toujours sur le ton de l'humour. Une fois à l'intérieur du rocher, le film est bourré de séquences d'action plutôt jouissives et désinvoltes. Les scènes de fusillade sont plutôt nombreuses et bien construites. Les impacts de balles sont crus et les morts sont assez brutales. Dans le dernier acte, le film fera un léger hommage aux films de Hong Kong, notamment ceux de John Woo, dans un moment de mutinerie en face à face. Une séquence dans une galerie souterraine à bord de wagons est bien chorégraphiée et semble tout droit sortie d'un train fantôme, où vitesse et gunfight font bon ménage. Toutes les séquences d'action sont bien intégrées dans l'espace et tous les recoins de l'île servent de terrain de jeu, que ce soit à l'intérieur du rocher, souterrain, cage, phare, bâtiment ou en extérieur.
Comme dans le classique Die Hard, les décors sont bien mis en avant. Le gros intérêt du film est l'opposition de style entre les personnages de Sean Connery et Nicolas Cage. D'un côté, il y a l'excellence, un espion aussi cultivé que redoutable en combat rapproché, mais un être isolé de sa famille et de son pays. De l'autre côté, il y a un scientifique un peu pâteau, sauf dans son travail, futur père pour la première fois. Et s'il a pu côtoyer la mort à son travail auparavant, les situations de combat lui sont totalement étrangères. C'est tantôt à ce rapport comique, tantôt complémentaire que le film travaille, pour finalement aboutir à ce que chacun apprendra de l'autre. Retrouver une humanité, une lutte et pour le premier l'enseignement de cette association, quand le second se verra révéler une force intérieure pour vaincre l'adversité. Mais au-delà de ce duo peu conventionnel, le film réussit à tenir en haleine par l'originalité de son contenu tout du long. Des terroristes aux responsables gouvernementaux, tous les personnages se révèlent surprenants, avec une profondeur qui ne confine pas à la simple figuration. Quant au scénario classique au départ, il se permet des retournements de situation peut-être parfois brutaux, précipités, mais qui relancent l'intrigue. Rock n'a d'autre ambition que de faire passer un bon moment. Mason! Ça va? Ouais, comme sur des roulettes, espèce de connard! Chaque scène d'action est donc magnifiquement tournée et chorégraphiée et constitue naturellement le principal attrait du film. Cependant, la présence de certains acteurs est ce qui vend vraiment l'action. La décision la plus intelligente que les producteurs ont prise a été de dépenser l'argent nécessaire pour recruter des acteurs hollywoodiens de premier ordre, puis de laisser ces acteurs étoffer leurs personnages de manière intéressante. Le film est énormément élevé par son casting, pas seulement Nicolas Cage, Ed Harris ou Sean Connery, mais une multitude de grands acteurs de soutien, dont Michael Biehn, David Morse, Tony Todd, William Forsythe ou John Spencer. Sean Connery est génial dans ce film. Il semble réaliser que c'est probablement l'une des dernières fois qu'il fera un grand film d'action. Le voir comme un ex-détenu sûr de lui avec des cheveux longs est plutôt convaincant. Il a certaines des meilleures répliques de tout le film. Cela n'a rien d'un combat. C'est l'acte d'un fou allié, mon général. Moi je trouve que vous êtes un vrai connard. Pour Sean Connery, le rôle est moins un changement qu'un retour, puisque le rôle de John Mason est effectivement une sorte de James Bond à la soixantaine. Il le joue avec charisme et bonne humeur. Des références au célèbre espion interprété 6 fois par le comédien sont estampillées dans le film. Dans le final, nous voyons le personnage de Mason au centre de l'image dans une forme géométrique, certes rectangulaire ici, mais l'entourant comme une porte de sortie. De la même manière que le cercle insérant et faisant entrer le personnage de 007 dans chaque épisode de la saga d'espionnage au début des films. Nicolas Cage n'excelle pas en tant que héros d'action, mais il est assez bon interprète pour forger un personnage sympathique. Sorti en 1996, Rock sera le premier des 3 films d'action consécutifs de Nicolas Cage. Il est notoirement excentrique et semble un choix improbable pour apparaître aux côtés de Sean Connery dans le long métrage. Nicolas Cage a tourné le film juste après Live in Las Vegas, ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur en 1996. Fidèle à lui-même, Cage a pris des mesures pour faire de son personnage un personnage plus excentrique que celui écrit à l'origine. Et là, quel effet ça fait, ce truc-là? Tout d'abord, l'acteur a rejeté la plupart des dialogues écrits et a ajouté la majeure partie de ses lignes. Conscient qu'il devait se démarquer d'une manière ou d'une autre, il propose de changer un aspect de la façon de parler de son personnage. L'homme est un agent du FBI certes, mais il est aussi quelqu'un qui n'aime pas les gros mots. Avec l'accord de Michael Bay, son Stanley Goodspeed ne jurera pas beaucoup. En partant de ce principe, Cage se voit octroyer le droit d'improviser tous ses dialogues. Cela inclut des moments assez drôles. Le voir au premier plan d'un blockbuster d'action à gros budget a été un changement remarquable et un défi qu'il a relevé à merveille. Nicolas Cage donne vie à un personnage typiquement tarantinesque. Stanley Goodspeed, rat de laboratoire, spécialiste des bombes chimiques au FBI et par ailleurs audiophile et Beatlemaniac prodigue. Il est également l'heureux propriétaire d'une Volvo beige de collection. Et n'hésite pas à la fin du film à se planter une seringue de la taille d'un poignard dans le cœur pour échapper à une mort atroce. Il développe une belle relation avec Sean Connery, ils forment un très bon duo. Ed Harris dépeint un méchant étonnamment sympathique. Contrairement à la plupart des méchants de ce genre de film, son Hummel n'est ni gourmand, ni fou, juste en colère. Il défend une cause et estime qu'une action drastique est le seul moyen d'amener les gens à l'écouter. Son personnage est basé sur une personne réelle, du moins en partie. Le colonel David H. Arworth, qui a joué une influence majeure lorsque le personnage de Hummel a été créé. Harris le transforme en homme bon, faisant une mauvaise chose pour ce qu'il considère comme une raison juste et noble. Lorsque le vide de cette noblesse devient apparent pendant l'apogée du film, nous voyons sa résolution faiblir et son cœur sombrer.
Il semble injuste de qualifier son personnage de méchant, mais en tant qu'antagoniste, il était au moins l'un des meilleurs que Hollywood des années 90 ait généré. La caractérisation et le look militaire de Michael Biehn fait référence à pratiquement tous ses anciens rôles. Son interprétation d'un Navy Seals dans Rock est un parallèle direct avec sa performance dans le film d'action Navy Seals les meilleurs de 1990. Sans parler des autres, comme le soldat Kyle Reese de Terminator ou le caporal de marine coloniale dans Aliens. Le casting du film est majoritairement masculin au point de se sentir oppressant. Les rôles féminins existants de Claire Fornelli en tant que fille de Mason et Vanessa Marcil en tant que fiancée de Goodspeed sont relativement limités et n'existent vraiment que pour donner à Goodspeed et Mason une raison de risquer leur vie en battant Hummel. Étant donné que Rock a été tourné principalement sur l'île d'Alcatraz, il était normal qu'elle joue un rôle principal de premier plan dans la première une fois la production terminée. La cour de la prison a été utilisée comme endroit idéal pour la première projection du film. Alcatraz est l'un des lieux de tournage les plus emblématiques de l'histoire du cinéma et a été utilisé pour filmer non seulement Rock, mais aussi le classique de Clint Eastwood, L'évadé d'Alcatraz, Le point de non-retour et Meurtre à Alcatraz. La bande-son, c'est l'une de ces partitions musicales qui améliore considérablement l'expérience de visionnage, car elle ajoute vraiment quelque chose aux scènes. La partition musicale est composée par Nick Glennie Smith, Hans Zimmer et Harry Gregson Williams. Nous remarquons sa mélodie militaire impactante et ses sonorités entraînantes pendant les séquences d'action et de bravoure. Le film est dédié à l'un des producteurs, Don Simpson, décédé d'une crise cardiaque pendant le tournage. Rock a été la carte de visite de Michael Bay pour entrer dans le monde effréné des blockbusters à gros budget comme à Armageddon. Alors que sa carrière a connu autant de hauts que de bas, c'est incontestablement son chef-d'œuvre d'action, un pic d'adrénaline sans limite. Les gagnants rentrent pour baiser la reine du bal. Carla était la reine du bal. Ah oui? Oui. Bienvenue sur Pirate Airlines. Remets le lapin dans la boîte. Pourquoi est-ce que t'as pas remis ce lapin dans la boîte?